Alors, je suis très heureuse d'être là pour vous parler du retentissement sur la dynamique familiale de l'arrivée en réanimation d'un patient. D'abord, quelques paroles de proches. Arriver en réa, c'est arriver en terre étrangère. C'est terrible de voir ce corps familier, ce corps que j'aimais tant, devenu étranger. Vous vous rendez compte? C'est la même et c'est plus la même. Est-ce que vous pensez que je vais pouvoir revenir si je m'en vais? C'est tellement difficile pour moi d'arriver ici. Je suis bien nulle part, ni ici, ni dehors. Je ne suis à ma place nulle part. Quand je suis dehors, je voudrais être là. Je me sens très coupable de ne pas être présent. Quand je suis là, je me sens trop, inutile. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je suis bien nulle part. Je suis très en colère et très malheureux. Pour accompagner les proches, il faut être là. Et je trouve que c'est difficile, cette injonction de « il faut ». Et c'est ce dont je vais essayer de travailler avec vous aujourd'hui pour comprendre combien c'est difficile en fait d'aller auprès des familles. Je travaille avec une association, en lien avec une association qui est l'association AML pour le maintien du lien psychique en réanimation. Je vous repasse la première parce qu'il y avait le petit site internet en bas où vous pourrez venir voir. Et puis on a un stand à l'espace 12 où on peut vous parler de ce qu'on fait. Donc notre association, en fait, on est des psychanalystes cliniciens et notre propos est d'aller, dès que possible, parler au malade, quel que soit son état, et que c'est une façon de le reconnaître vivant, et comme ayant une vie psychique. Et j'ai beaucoup aimé l'intervention sur le sommeil, parce que ça nous aide à comprendre que les patients, en fait, on ne sait pas trop s'ils dorment ou pas, et que souvent on dit qu'ils dorment, alors qu'en fait, ils ne dorment pas. Donc nous, on a comme postulat le fait que même s'ils dorment, on fait comme s'ils ne dormaient pas et qu'ils pouvaient nous entendre et qu'on pouvait être en lien. Donc on va aller lui parler. Et on se dit que de laisser un réanimé sans lui faire entendre notre voix, ça le laisserait dans un silence qui serait mortel, un isolement dont il ne pourrait sortir seul. L'arrivée en réanimation, ça isole complètement, surtout quand on ne s'adresse pas à soi. J'entends bien que les patients ils sont très dérangés par les bruits, mais je pense qu'ils sont très dérangés par les bruits, surtout s'ils ne leur sont pas adressés. C'est un brouhaha, un bain, mais pas un bain de langue agréable et contenant, comme on peut être quand on est bébé, par exemple, et très formateur. Là, c'est un bain de choses qui est étranger, j'y reviendrai. Donc on ne peut pas sortir seul de cet isolement. Et on fait l'hypothèse aussi que tant qu'un individu n'est pas mort, on peut entendre un sujet dans sa vie, dans ce qu'il vit là, et on postule toujours qu'il pourra nous apprendre quelque chose, même s'il ne parle pas, par le sensoriel, la peau, parce qu'on va penser, ne serait-ce que parce qu'on va penser de lui. Les cliniciens d'AML, donc, ils proposent une écoute de ce qui se passe, un regard, ils seront des traducteurs peut-être, une présence et une parole. Leur but est d'établir une communication rassurante par la parole, mais aussi par le toucher. Et il s'agit de choses très simples, de mots justes, mais dont il faut être très bien formé pour le faire. Parce que plus on veut être juste, plus c'est difficile en fait, et on n'en sait rien. Donc on a des outils pour pouvoir parler aux malades, et ces outils, on va les transmettre aussi aux familles. C'est pour ça que je vous ai fait un petit topo sur les cliniciens d'AML. C'est aussi pour vous dire combien on va être au service des familles pour les aider, pas comme des psychologues bien sûr, mais comme des proches, à pouvoir être là auprès de leurs patients en réanimation. Et déjà, c'est une manière de prendre en compte la difficulté pour eux que d'arriver en réanimation. Parce que l'entrée en réanimation pour un patient provoque de grands dérangements. C'est des petits problèmes, les familles, mais c'est des grands dérangements. C'est vraiment un traumatisme, parce que c'est brutal. On parle de traumatisme dans tout ce qu'on n'est pas préparé. Et l'entrée en réanimation, généralement, à part si c'est à la suite d'une opération, on n'y est pas du tout préparé. Donc ça vient faire une effraction, une brutalité.
Les patients, ils entrent dans une terre étrangère. Vraiment, c'est un autre lieu, la réanimation. Je ne vous apprends rien, mais je vous le réapprends. C'est-à-dire que je crois que le fait d'être pour vous dedans, confronté au quotidien à la réanimation, on pourrait oublier que c'est vraiment un lieu, même hors hôpital, ça n'a rien à voir avec le reste des services hospitaliers. Et donc pour une famille qui arrive là, ils arrivent vraiment dans un autre environnement, avec une autre manière de parler, d'autres sons, j'y reviendrai, vraiment une autre langue, une terre étrangère. Et puis il y a des temps différents. C'est-à-dire qu'ils sont confrontés là à des temps d'un soignant extrêmement pressé, actif, où tout est dans l'urgence. Et puis eux, ils sont dans un temps d'attente, de sidération d'abord, et puis de pouvoir être impuissants, pas être dans le même temps que les soignants. Donc c'est très difficile pour eux de rester là quand tout s'agite autour de soi. Et puis le corps est différent. C'est pas la même personne. Comme je vous le disais tout à l'heure dans les propos, et on l'entend au quotidien, c'est plus la même personne. C'est en même temps ça qui est très troublant. Ça fait un effet d'inquiétante étrangeté. C'est en même temps le proche qu'on a aimé, avec qui on a vécu, échangé, et en même temps entubé, ventilé, le corps comme à l'envers, et on ne le reconnaît pas vraiment. C'est lui et plus lui. Donc on ne se reconnaît plus vraiment dans une possible relation avec lui. Aller au-devant des familles, c'est pas si simple. C'est pas si simple parce qu'on aimerait bien. On aimerait bien pouvoir répondre aux demandes, d'aller au-devant des familles, de les accompagner. Mais en fait, ce qui est difficile, c'est qu'on se retrouve face à des familles qui sont avec des mécanismes de défense, on va appeler ça, mis en place très, très forts, et elles peuvent être très agressives. Avoir des demandes très agressives, toute l'agressivité qu'elles ont accumulée du fait même que de leurs proches aillent en réanimation, elles vont le retourner contre les soignants. Donc elles vont être exigeantes, demander, pas comprendre, hurler, ou bien se replier, plus de poser aucune question, pas savoir quoi dire, se sentir tellement gauche dans cet univers qu'elles ne demanderont rien. Donc ce sera peut-être encore plus dur d'aller vers elles. Ou bien elles seront apathiques, prostrées, on ne pourra pas les saisir, toutes les aides qu'on leur proposera seront refusées. C'est très difficile de proposer de l'aide à quelqu'un qui n'en veut pas. Ou alors elles seront agitées, elles vont aller et venir, elles voudront être là mais ailleurs. Donc c'est très difficile d'aller au-devant des familles. La tempête. Les visiteurs en réanimation, ce n'est pas des familles comme les autres. Ce n'est pas comme quand on va dans un service de médecine, par exemple. Ils sont confrontés à un arrachement de la vie quotidienne. C'est-à-dire que tout d'un coup, leur vie est complètement transformée et va être complètement réinterprétée de tous les petits événements qui se sont passés avant, à l'aune de celui-là, de ce traumatisme-là. Donc il y aura un tumulte intérieur, une turbulence qui ne permettra pas d'être un simple visiteur en réanimation. Et puis, il y aura une incertitude. Tout le temps, un temps de ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer, avec des demandes auxquelles les soignants ne pourront pas forcément répondre non plus, parce qu'il y aura une incertitude des deux côtés. Alors, il y aura beaucoup d'angoisse. Beaucoup d'angoisse qu'on peut avoir dans la vie quotidienne et qui seront réactivées là, énormément, avec de la culpabilité. Souvent, on réinterprète le moment de la réanimation. Et ça, c'est quand même important que vous le sachiez, c'est que les familles, elles peuvent se sentir coupables que leurs proches soient en réanimation. Et dans cette culpabilité, eh ben, ça va réintroduire l'agitation, l'apathie, l'agressivité, parce que c'est une manière, la culpabilité, c'est une manière de se réapproprier quelque chose dans l'activité. Vous voyez, quand on est coupable de quelque chose, on peut toujours se dire que c'est nous. Alors que si ce n'est pas nous, eh ben, tout nous échappe. C'est de la faute à qui? C'est les médecins qui vont savoir, c'est les autres qui vont savoir faire, c'est le patient qui nous échappe. Donc il y a beaucoup d'angoisse et aussi il y a l'angoisse de mort. On ne parle pas peut-être beaucoup de ça, on ne veut pas la nommer et il y a quand même le risque que le patient ne sorte pas vivant de la réanimation. Réanimer, c'est ramener à la vie, ça voudrait dire que la vie, elle n'est plus vraiment là. Et les familles, elles entendent très fort ça. Si on doit réanimer, c'est que peut-être la vie ne serait plus là. Donc l'angoisse de mort est vraiment au premier plan. Alors, quoi dire quand on est un soignant, un médecin, une infirmière,
cette soignante, quoi dire et comment le dire. Entre tout dire à une famille de ce qui se passe, et ce serait quoi tout dire, et ne rien dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qu'on aurait envie de dire? Généralement, on n'a pas envie de dire grand-chose. Il s'agit souvent d'une rencontre, en fait, d'un médecin, d'une infirmière, qui ne sait pas trop quoi dire, parce qu'elle est encore incertaine, qui n'a pas trop envie de dire, parce qu'elle sait que son dire risque de traumatiser, de choquer, et d'une famille qui n'a pas du tout envie d'entendre ce qui va être dit. Et pourtant, elle peut demander quand même, mais elle n'a pas tellement envie d'entendre. Donc il y a une collusion de deux personnes qui se disent qu'elles doivent se dire quelque chose et entendre quelque chose, et qu'en même temps, elles n'ont pas du tout envie de se rencontrer. Parce que de se rencontrer là, vraiment, on aurait préféré se rencontrer ailleurs, autour d'un petit café. Et puis, on ne sait pas trop ce qu'on doit demander, en plus. Parce que quand on arrive dans un pays étranger, puisque c'est une terre étrangère, la réanimation, on ne sait pas encore trop comment on va s'exprimer. D'abord, on observe. Donc les familles, elles sont aussi dans un désir comme ça d'observer d'abord. Alors quand on n'a pas très envie de communiquer, quand on ne sait pas trop dans quelle langue on va pouvoir parler, comment est-ce qu'on pourrait se comprendre? Comment on pourrait se rencontrer? Est-ce que c'est possible? C'est ce que l'on va essayer de voir. On peut remarquer que dans une rencontre entre un soignant, un médecin généralement, et une famille ou un patient, il n'y a à peu près que 50% de l'information qui va être intégrée. C'est-à-dire qu'on va énoncer quelque chose à une famille, puisque là je parle des familles, et puis qu'elle risque de sortir du service en disant qu'on ne lui a rien dit. Ça arrive très souvent. Donc supposez que par exemple, une famille vient de voir le réanimateur qui lui a dit, je ne sais pas, qu'est-ce qu'elle va pouvoir lui avoir dit, que pour le moment on ne savait pas et qu'on allait attendre, ou que le pronostic vital était engagé. Ça, on entend encore moins bien ça. Elle pourra croiser une voisine dans la rue et dire que le médecin, on ne peut jamais les rencontrer et ils ne nous ont rien dit du tout. En fait, la qualité de l'information reçue par une famille va dépendre de la manière dont elle va pouvoir reformuler ce qui lui a été dit. Donc il va falloir expliquer très simplement, avec des mots français, calmes, décrire finalement, parler du malade, être à son chevet, parler de lui et décrire avec des mots simples ce qui se passe. Essayer d'éviter les jargons médicaux. Prendre le temps aussi pour écouter les questions de la famille et y répondre au maximum et surtout tenter de faire reformuler ce qu'elle a pu entendre et réajuster, le dire sans vouloir. Et c'est très important que la famille entende tout. Si la famille n'entend pas tout, c'est qu'elle n'est pas encore capable de pouvoir entendre tout. Et psychiquement, on n'est pas toujours capable de pouvoir tout entendre. Alors on met en place beaucoup de défenses pour surtout pas entendre, c'est-à-dire qu'en même temps on voudrait entendre et en même temps on voudrait se boucher les oreilles. Et c'est dans le même temps. Et c'est ça qui est très difficile aussi à supporter pour des soignants, qu'on vient de leur dire, et ils n'ont encore pas compris. Souvent j'énonce cet exemple d'un patient qui va chez son oncologue, qui lui annonce, grâce aux images quand même, on voit bien là qu'il a un cancer du poumon. Donc il énonce le cancer du poumon avec plus ou moins de maladresse, parce qu'on est toujours maladroit quand on doit annoncer quelque chose. Et le patient, il sort et dit « Merci docteur, je croyais que j'avais un cancer ». Le docteur, après, il vient nous voir et puis il ne comprend pas bien. Et nous, on prend le temps, en fait, de comprendre pourquoi le patient ne peut pas entendre tout de suite. C'est important de savoir qu'on n'est pas responsable de tout ce que le malade ou le patient va garder comme information. Et j'enchaîne là-dessus par rapport au soignant idéal et à l'idéal soignant. On est dans une société et dans un monde hospitalier en ce moment où on demande de plus en plus aux soignants d'être des bons soignants, des médecins d'être des super médecins, des soignants d'être non seulement des bons soignants techniciens, mais des bons soignants relationnels et de savoir être dans la juste distance. Et les soignants, eux, ils savent très bien se culpabiliser toujours et être très durs avec eux-mêmes. Bien sûr que la première manière, c'est de dire telle famille, elle est pénible, là, ils sont insupportables, ils ne comprennent rien, on ne sait pas comment les accueillir. Mais souvent, dans un deuxième temps, c'est « je suis nulle, je n'ai pas réussi à aller vers eux ». Et la nuit, ça nous travaille,
Et moi, j'entends très régulièrement des soignants qui sont quand même affectés, vraiment affectés par ce qui s'est passé dans les relations avec les patients et avec les familles. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est important de baisser un peu l'idéal qu'on a de nous-mêmes ou prendre conscience de ce qui a été difficile pour nous. Les patients et les familles vivent une expérience extrêmement terrible en arrivant en réanimation. Mais vous aussi, comme soignant, vous vivez une expérience terrible et renouvelée. Heureusement, vous aussi, vous avez mis en place des moyens pour vous défendre, pour pouvoir supporter et revenir là, chaque jour, pour travailler. Mais je crois qu'on travaille d'autant mieux qu'on repère un petit peu, de temps en temps, pas toujours, parce qu'heureusement qu'on peut s'en défendre, ce qui était difficile pour nous dans une relation. Et si on peut prendre le temps, entre soignants, ou avec des cliniciens d'AML, ou avec des psychologues dans les services, de pouvoir se rendre compte qu'est-ce qui a été difficile avec cette famille-là. Pourquoi telle famille, alors qu'elle paraît plutôt sympathique, c'est difficile de l'accueillir. Et se rendre compte comment ça nous touche, nous, en tant qu'humains, derrière la blouse où on est, et qu'est-ce qui nous touche au niveau singulier dans la rencontre à l'autre. Et souvent, on a très peur de faire du mal aux familles en leur annonçant des choses, ou la peur de mal faire, que si on avait fait autrement, alors ça aurait été mieux. Et de pouvoir un petit peu échanger sur ces incertitudes, ces incompétences, ces moments d'achoppement, et bien ça permet de pouvoir y retourner et de s'ajuster à l'autre qui est aussi dans une situation difficile. On pense souvent qu'il vaudrait mieux pas sentir du tout, et on nous apprend beaucoup la bonne distance, la juste mesure. Eh bien moi je pense qu'il faut réintroduire un petit peu le ressenti, l'affect et la vulnérabilité d'une certaine mesure pour être encore plus fort une fois qu'on l'a reconnu. Pour conclure, je vais juste dire que c'est important donc de reconnaître en soi tout ce qu'on met en place comme mécanisme de défense, on va dire ça comme ça, et comment ça vient en miroir ou en relation avec ce que nous font vivre les patients et les familles. Et qu'on est parfois très affecté par la relation d'un fils qui vient visiter sa mère, de la difficulté qu'ils ont à se relationner. On aimerait beaucoup pour eux que ça se passe bien. Et on a souvent des désirs qui viennent nous empêcher d'entendre ce qui se passe vraiment dans la relation, si nous on se met un petit peu à l'écart. Et que quand on se met un petit peu à l'écart et qu'on peut revenir par un autre côté, voir la famille et l'accompagner là où elle en est, pas vouloir pour elle le bien, pas avoir déjà une idée préconçue de comment il faudrait être en lien avec le malade, mais savoir comment ça vient en interrelation avec ce qui se jouait dans la vie avant. Donc faire raconter la vie d'avant, être curieux de ce qui se passe, ça ouvre à un dialogue possible qui nous permettra d'accompagner la famille, de lui donner quelques outils, des outils psychiques, d'ajustement, leur dire un peu comment est le malade, et puis d'être enseigné par la famille et par le patient. Alors, vive les petits problèmes en réanimation qui nous maintiennent toujours humains et toujours vivants si on a la capacité de pouvoir les reconnaître et de les convertir. Je vous remercie.